Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, première vidéo de l'année 2023, d'ailleurs je vous souhaite une excellente année à toutes et à tous, je voulais vous parler d'Hawkmoon. Alors, Hawkmoon a été édité par les départements des sombres projets, à qui on doit déjà Moonblade, dans l'univers de Moorcock également. Moonblade qui est le successeur du jeu de rôle Stormbringer, et Hawkmoon c'est le successeur du jeu de rôle Hawkmoon qui avait été édité par Chaosium et traduit par Oriflamme. Voilà. Donc en fait, les départements des sombres projets avaient déjà fait un superbe boulot en fait sur le jeu Moonblade en utilisant un système maison qui s'appelle Choose Your Dice, qui est repris avec quelques modifications dans Hawkmoon. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, déjà, au niveau de la forme, alors, au niveau de la forme, donc on se retrouve face à un bon gros bouquin, comme c'est maintenant à peu près la norme de plus de 300 pages, qui comprend un atlas, la description du monde, et le système en lui-même. Il y a également un scénario au bout, mais ça j'en reviendrai. Ça c'est vraiment un point assez que je trouve raté, enfin au niveau du scénario. Sinon, sur la forme, en fait, nous avons donc c'est présenté sur deux colonnes, très bien aérées, avec les dessins, ma foi, que je trouve assez inégaux en fait. Il y en a vraiment des superbes, surtout il y en a deux, il y a quelques doubles pages en couleur qui sont vraiment magnifiques. Pour le reste, c'est un peu inégal. Tous les grands bretons sont vraiment très chouettes. Par contre, les personnages en eux-mêmes, je les trouve quelconques, quoi. Je les trouve pas ancrés dans le monde d'Hawkmoon. Bon, ça c'est une vision personnelle, hein, et un avis tout à fait personnel sur les illustrations. Autrement, en fait, c'est quand même un bouquin super bien présenté, qui se lit facilement. Euh, Moi, j'y vois pas de gros soucis, effectivement, euh, sur la forme. Alors, je vais vous faire un petit feuilletage très rapide, en fait, pour vous montrer un peu la forme du bouquin. Et puis après, on passera plus dans le détail. Ah voilà, donc l'ouvrage Hawkmoon, cette couve que je trouve assez chouette. Alors, très bon point, vous voyez, sur la deuxième de couverture, en fait, l'espace qui en général est blanc a été repris effectivement donc par la carte de l'Europe, hein, du tragique millénaire. Et sur la dernière, de l'autre côté, vous avez la carte de la France. Donc ça c'est deux bons points. D'ailleurs en fait les cartes sont assez jolies, hein, assez magnifiques. Hein, vous voyez en fait on y viendra sur le contexte après, mais effectivement toutes les noms des pays actuels ont été repris en fait en modifiant légèrement leur orthographe et leur prononciation. Donc ça c'est pour les deux belles cartes. Donc effectivement après qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez, nous avons effectivement donc deux colonnes à chaque fois avec des illustrations quand même. Il y en a un certain nombre, hein, donc il y en a pas mal. Hein, celles-ci sont chouettes. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc en fait, donc après, nous avons quand même quelques encarts comme ça qui rentrent plus dans le détail dans le lore du jeu. Mais on y viendra tout après. Et ces dessins, le pont qui traverse la Manche, le pont d'argent. Donc voilà. Par exemple, ça c'est un exemple de superbe dessin qui est vraiment dans le thème d'Hawkmoon, hein, avec les ornithoptères grands bretons. Euh, Par contre, effectivement, comme je disais ça, moi je suis un peu moins dans le trip Hawkmoon quand je regarde ces dessins-là qui sont un peu plus. Vous voyez, ça, par exemple, c'est très générique pour moi. Enfin, ils sont pas moches, hein, c'est pas le problème, hein, sauf que je trouve qu'ils rentrent pas trop dans le monde. Enfin, je les trouve pas trop accrochés dans le monde. Donc en fait, nous avons couillé à chaque fois quelques encarts comme ça qui rappellent certaines règles, qui vont les détailler. Donc en fait, la présentation, les tableaux sont clairs. Sur la présentation, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Euh, voilà, ça c'était juste, vous voyez, les armures grand bretonnes, ce que je disais, sont particulièrement. Ça c'est avec un masque de la mouche. Euh, elles sont particulièrement chouettes. Voilà, donc ça c'était pour un feuilletage très très rapide en fait sur le fond du bouquin.
sur la forme du bouquin, excusez-moi. Alors voilà, ça c'était, alors juste un point négatif que je trouve au niveau de la forme. En fait, il n'y a pas d'index. Et c'est chiant, c'est chiant. Enfin, il n'y a pas d'index, effectivement, dans le... Voilà. Qu'est-ce que maintenant que... Je voulais passer au fond. Alors, l'univers, en fait, on joue dans un post-apo qui se passe en 4297, mais enfin bon, cette date-là, plus personne ne l'utilise, donc c'est vraiment pour le joueur, hein, pour les joueurs et pour le maître de jeu, de rappeler effectivement que nous sommes en 4297. Il y a des temps qu'on appelle l'âge d'or, en fait, les humains, les hommes, en fait, sur la Terre avaient réussi à avoir une technologie très, très avancée, et il s'est passé quelque chose, hein, une apocalypse, hein, on appelait ça l'âge d'or, et en fait, il y a eu une apocalypse, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, on parle de traits de feu qui sont arrivés du ciel, mais en gros, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bref, donc toutes les civilisations en fait, du monde se sont effondrées et l'humanité a été près de l'extinction. Et donc en fait, durant ce qu'on appelle le tragique millénaire, en fait, l'humanité s'est reconstruite petit à petit. Il reste encore quelques zones dévastées. Il y a quelques mutants aussi qui traînent dans les terres isolées. Et en fait, les sociétés se sont montées en sociétés féodales, où la technologie est, comment dire, réapprise, redécouverte petit à petit, mais enfin bon, c'est vraiment que des bases. Hein. On n'a pas de sabre laser ou de ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on allait me dire, bon, post-apo, ok, d'accord. Alors, à noter pour le post-apocalyptique, en fait, dans Moon, on vous dit, vous, maître de jeu, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, ou vous faites un post-apocalyptique où il reste énormément de vestiges de l'âge d'or de l'humanité, hein, que ce soit au niveau bâtiment, objets, etc., où il ne reste rien du tout, ou alors, vous mettez un milieu, et puis vous pouvez tomber sur certaines ruines, ce genre de choses. Voilà, ça c'est un peu pour poser le cadre général. Alors, vous allez me dire, ok, d'accord, bon, c'est du post-apo, dans un univers médiéval qui renaît des cendres de l'humanité. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Alors, oui, vous aurez raison, sauf qu'en fait, le thème principal, c'est vraiment, dans Hawkmoon, c'est les Grands-Bretons. Alors, les Grands-Bretons. Les Grands-Bretons, qu'est-ce que... Ah oui, donc, je passe déjà aux Grands-Bretons. Je voulais quand même... Alors, avant de passer aux Grands-Bretons, je vais quand même vous parler, en fait, du monde global. Parce qu'en fait, dans Hawkmoon, en fait, le monde global, comme ce que je viens de vous dire, en fait, est quand même vachement bien décrit. Il y a un atlas. L'atlas est vraiment très chouette, par contre, il se lit facilement. Hein, donc on va vous présenter toutes les différents royaumes en fait, de l'Europe du tragique millénaire. Et vous avez un focus particulier sur la France et ses différentes régions. Et ça, c'est vachement bien foutu. C'est assez inspirant. Et enfin, bon, moi j'ai beaucoup aimé, contrairement à d'autres atlas des fois qui sont particulièrement pénibles. Celui-là est vraiment bien foutu et très intéressant à lire. Et il va vous plonger immédiatement, effectivement, dans le monde d'Hawkmoon. Je vais vous présenter un petit peu l'atlas assez rapidement. Alors, vous voyez, en fait, ce qui est quand même vachement bien foutu dans le bouquin, c'est qu'on se retrouve à quand même, on a toute l'histoire, en fait, donc le dernier siècle, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est vachement détaillé, c'est vachement sympa. Et on a quand même, pour un livre de base, on a quand même plein d'informations qui vont vous permettre de jouer dans ce monde post-apo un peu particulier. Et on en a, hein, il y a quand même pas mal de pages, et ça c'est un vrai plus, quoi. Donc voilà, vous voyez l'atlas, donc l'atlas, vous avez l'atlas de la France, donc on prend la carte, et donc la France en fait est découpée en régions, en duchés, en royaumes, en ce que vous voulez. Hein. Donc vous avez les différents, vous voyez, le comté de Biscay, l'Aquitaine, avec toujours cette orthographe volontairement fausse, on va dire, le duché de Tolosa. Voilà. Donc là vous avez en fait
à chaque fois, vous avez les villes principales, la conquête Grand-Bretagne, où elle en est, car en fait, tout n'est pas encore conquis par les Grands-Bretons. Voilà, vous avez donc les différentes... la Loire-Alsace. Bon, ça c'est bien un truc d'américain de regrouper la Lorraine et l'Alsace. Hein, oui. Bon, enfin, voilà, donc là, à chaque fois, donc là, vous avez toute la description de la France avec le dirigeant et comment il se comporte vis-à-vis de l'occupant ou de l'envahisseur grand-breton. Après, vous avez les autres contrées, donc les autres royaumes de l'Europe, donc la Bulgarie, l'Italia, etc., hein, la Moscovie, la Péloponia, etc. Donc, vous voyez, vous avez quand même pas mal de pages qui vont alimenter votre imaginaire pour pouvoir jouer dans ce monde. Voilà, donc ça c'est pour l'Atlas, je le trouve vraiment joli, pas très... pas indigeste, mais avec les informations principales. Alors voilà, comme je disais, donc c'est un monde post-apocalyptique, féodal, une société qui renaît de ses cendres, et donc effectivement jusque-là rien d'extraordinaire. Par contre, il faut parler des Grands-Bretons, car l'originalité du monde est vraiment là. Alors les Grands-Bretons, qui sont-ils? En fait, ils habitent en Grande-Bretagne, hein, donc la Grande-Bretagne, l'Angleterre actuelle, et ils sont technologiquement avancés par rapport aux autres pays d'Europe, et ils ont un empereur, l'empereur Huon, que l'on dit immortel, qui a décidé depuis des décennies en fait de conquérir en fait l'ensemble de l'Europe. Donc pendant des décennies, il a envoyé des espions, il a préparé son invasion, et en fait l'invasion a commencé il y a quelques années. Et les troupes de Grande-Bretagne, les troupes des Grands-Bretons ont déferlé en fait sur l'Europe. Et la plupart des royaumes qui sont divisés, pas très bien organisés et technologiquement inférieurs, finissent par se faire balayer. Alors, la technologie, la civilisation Grande-Bretagne, pas la civilisation, la société Grande-Bretagne est basée sur les masques. Alors les masques, qu'est-ce que c'est? Chaque pan de la société est compartimenté dans une fonction. Et à chaque fonction, on associe un masque. Alors vous avez les masques de chiens, par exemple, ça c'est les troupes d'assaut. Vous avez les masques de cygne, qui sont les médecins. Vous avez les masques des rats, vous avez toute la panoplie en fait animale, si vous voulez. Et en fait, quelqu'un qui n'a pas de masque en Grande-Bretagne est un paria, en fait. Hein, donc toute la société est basée sur ces masques, et ça compartimenté dans les masques assignent une fonction. Bon, ça c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait les Grands-Bretons, c'est un peuple raciste, violent, vraiment raciste, parce que c'est eux vraiment, pour eux, ce sont la quintessence de l'humanité, et tous les autres ne sont que des rats d'égout. Hein. Et donc en fait, quand l'armée Grande-Bretagne prend une ville, ils vont la servir, mais la servir, à la limite, c'est pire que les nazis, hein, si c'était possible, mais c'est pire que les nazis. C'est-à-dire ils vont prendre des esclaves, ils vont faire viol, massacre, tuerie, pillage, mais des fois simplement pour le plaisir, quoi, hein. C'est vraiment pour le plaisir, parce qu'en fait les autres ce sont des sous-hommes, mais vraiment des sous-hommes, ce sont moins que des bêtes à la limite. Et donc en fait ils vont écraser en fait les royaumes qu'ils conquièrent avec cette violence, cette barbarie, quelque part il y en a qui ont la recherche de l'esthétisme dans la douleur, dans le massacre. Et en fait, donc, vous allez vous retrouver avec ce monde oppressé par la Grande-Bretagne. Voilà. Alors, bien sûr, donc les thèmes forts hein, dans Hawkmoon, c'est la résistance par rapport à ça, mais la résistance par rapport... vous allez mettre dans vos scénars, en fait, vous allez être obligé de mettre de la violence gratuite, du plaisir que prennent les Grands-Bretons à violer, massacrer les bébés. Oui, c'est même pas une caricature, hein, c'est vraiment ça. Hein, genre, s'ils prennent quelqu'un qui lutte contre l'Empire en Grande-Bretagne, à la limite, ils vont raser tout le quartier, quoi. Ils vont peut-être même raser toute la ville, déporter les habitants, et faire des massacres terribles et innommables.
Alors ça amène à un truc, parce on parle beaucoup de sécurité émotionnelle dans les jeux de rôle maintenant. Alors ça c'est très clair, hein, si ces thèmes-là vous posent problème, euh, je vais vous dire, ne venez pas avec une X-Carn, hein. Ne venez pas du tout, quoi. Parce qu'en fait, ça n'ira pas. Si en fait on ne joue pas avec cette violence, on ne joue pas dans Hawkmoon. Enfin, c'est mon avis personnel. Voilà. Ça, c'est un peu pour le monde et cette particularité. Alors voilà, on a tout un chapitre en fait dans le livre qui vont vous parler des grands bretons et qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Donc vous avez donc tout est présenté, donc la hiérarchie, comme je vous ai dit, le masque, le chef de meute, etc. Hein. Donc là on a un exemple, par exemple, vous voyez, ça c'est le commandant de l'ordre du loup, donc effectivement ils ont cette armure et ce masque en fait qui dissimule leur visage en fait sur leur appartenance en fait à, à l'ordre en question. Donc voilà, vous avez toute la hiérarchie, comment les préparatifs militaires, la planification, l'exploitation des ressources. Alors le fameux pont d'argent, en fait c'est un truc extraordinaire. Le pont d'argent, c'est un pont qui traverse la Manche, en fait, qui fait je ne sais plus combien, qui est énorme. Hein, il est long d'une cinquantaine de kilomètres et il fait 400 mètres de large. Vous voyez, les bateaux sont minuscules en dessous. Et en fait, les Grands-Bretons en fait, ont débarqué sur l'Europe, non pas par bateau, mais en traversant le pont. Voilà, donc ça vous montre en fait la technologie avancée effectivement des Grands-Bretons. Voilà, donc les différentes étapes, là, vous avez, alors, il y a un truc que j'avais beaucoup aimé, c'est l'introduction de la doctrine de bataille. En fait, qu'est-ce qu'ils font, comment ils traitent les blessés, comment on organise un pillage, etc., etc. La logistique militaire, oui, c'est vraiment un ordre militaire. Donc ça, c'est les ornithoptères. L'occupation, après la bataille, une fois qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on fait, hein? Esclaves, une priorité, vous voyez, annihilation. Voilà. Donc, qui collaborent, parce que, oui, aussi des collaborateurs. Voilà. Donc là, vous avez les principaux ordres de Grands-Bretons, vous voyez, les ordres de premier plan, et puis les ordres secondaires, il y en a qui sont moins bien perçus que d'autres. Hein, donc, et à chaque fois, c'est donc, enfin pas tout à fait à chaque fois parce que vous avez le crâne, mais autrement, à part ça, c'est toujours des masques en fait d'animaux. Hein. Le morse-oie, le poisson, le requin, le serpent de mer, le chien, enfin, il y en a. Le serpent, c'est pour la sorcellerie, on en parlera après. Les pays occupés, ben voilà, en fait, on l'a vu tout à l'heure. La force de l'Empire, on va vous expliquer. J'expliquerai par rapport à la jauge d'occupation et tout ça après, ça fait partie du système. Mais là, on vous explique, enfin, on donne des conseils aux maîtres de jeu pour mettre en scène les Grands-Bretons. Donc, voilà. Et avec, vous voyez, vous avez une table aléatoire sous l'occupation, une table d'événements aléatoire sous l'occupation. Alors, on a des trucs, on peut avoir des trucs terribles. Hein. Et puis la table des supplices, alors là, c'est monstrueux. Vous lancez un des 20, vous allez dévorer vivant par des molosses affamés. Nombre de victimes, entre 1 et 10 ou 1 et 10 000. Et ça va d'un homme, une femme, un enfant, en passant par les nouveau-nés ou les parents ou personnes connues. Hein. Voilà, et le type d'exécuteur, vous avez quoi vous amuser. En fait, là, on voit vraiment bien, en fait, la société barbare, tyrannique, violente, enfin, c'est même plus violente, c'est meurtrière et terrible, en fait, de la Grande-Bretagne. Voilà pour la mise en scène, en fait, des Grands-Bretons dans le livre de base. Alors voilà, je voulais vous parler maintenant de la sorcellerie. Alors ici, pas de boule de feu, pas d'invocation de démons et ce genre de choses, non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sorcellerie, c'est pas vraiment une sorcellerie comme on a l'habitude de voir dans les autres jeux. En fait, la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de la technologie. Allez, comme on disait avec quelqu'un, avec un ami, on monte dans un ascenseur, si on ne sait pas ce que c'est, on a une porte qui se ferme, il y a un léger bondissement, et la porte s'ouvre et on est ailleurs. On n'est pas loin du téléporteur. Donc c'est un peu ça, si on ne sait pas, en fait, la limite de la technologie par rapport à la magie, en fait, est très très faible. Et donc, en tout cas, les savants, on les nomme des sorciers. Alors les sorciers aussi, pourquoi? Parce que la technologie n'est pas très fiable, hein, on la redécouvre, et en fait, il peut se passer quand même des effets désagréables quand on utilise cette sorcellerie. Donc la sorcellerie, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des lanternes électriques, par exemple. On va avoir, alors si on a les lance-feux, hein, c'est quand même des trucs comme des armes, en fait. On va avoir les fameux ornithoptères Grands-Bretons, en sachant que les Grands-Bretons, effectivement, sont beaucoup plus évolués que les autres royaumes. Et d'ailleurs, ils vont chasser, en fait, les sorciers, ou les anéantir, ou les prendre, leur extorquer leur connaissance.
Alors on a des chapeaux chauffants, enfin on a un tas de trucs. Ce qui est bien, c'est que dans le jeu, en fait, vous avez il y a un compendium technologique hein, qui vous présente tout un tas de réalisations technologiques à faire par vos personnages ou à acheter ou à découvrir. Enfin bon, voilà, hein, donc, qui sont triés classés par difficulté à réaliser. Et vous avez tout un système justement pour réaliser ces objets. Hein, donc là, ce sera le rôle du sorcier. Le personnage, le sorcier, et vous avez également tout un système pour créer vos propres inventions, hein, en fonction de ce que ça va faire, l'artefact, etc., etc. Alors, vous allez en discuter avec le maître de jeu, il va vous attribuer une difficulté à faire ça, un temps, éventuellement même un atelier, quelles sont les ressources nécessaires pour le faire. Hein. C'est pas pareil de faire une lanterne que de faire un dirigeable, par exemple. Mais vous allez pouvoir créer effectivement vos découvertes technologiques. En sachant que la plupart des objets technologiques, quand on les utilise, il y a une chance, en général c'est une chance sur 10 ou ce genre de choses, qui se passe un effet désagréable. Alors ça peut être simplement une batterie qui se vide, ou jusqu'à l'explosion du dispositif en question. Voilà, donc en fait, je vais vous montrer un peu le compendium technologique, ça va vous donner un peu une idée de la technologie, et donc, je dis technologie, de la sorcellerie utilisée dans Hawkmoon. Alors voilà, donc tout le chapitre sur la sorcellerie. Hein, vous voyez les différentes branches de la sorcellerie, l'alchimie, la biologie, l'électricité, la mécanique, et la plus rare de toutes, la science de l'esprit, qui est un peu à part. Donc là, on vous présente les règles, effectivement, pour la phase théorique pour rechercher, vous voyez, pour créer un artefact, hein, comme je disais, donc vous allez pouvoir créer des artefacts en fonction de l'importance de l'effet. On va vous dire, voilà, la complexité, avec le maître de jeu, vous allez déterminer la complexité, qu'est-ce qu'il y a besoin comme installation, la main-d'œuvre nécessaire, le coût global, etc. etc. Et donc vous allez créer votre... Alors, par contre, il y a un compendium technologique quand même qui existe, donc en fait les difficultés vont de 10 au plus simple, jusqu'à 20 ou 30 je crois, qui sont des réalisations très complexes. La cape vulcaine, le chapeau chauffant, regardez, magnifique le chapeau chauffant. Alors, il n'y a pas que la montre à gousset, vous voyez, par exemple, la montre à gousset, c'est de la sorcellerie. Après, les arcs, l'arc magnétique, par exemple. L'épée Furis, en fait, c'est une épée tronçonneuse, grosso modo, hein, les Space Marines ne la renieraient pas. Des visées nocturnes, des lanternes, etc., etc. Voilà, en fait, ça c'est un scaphandre. Oui. La sorcellerie, c'est tout ça, en fait. C'est toutes des réalisations technologiques qui passent, en fait, pour de la magie à l'époque du tragique millénaire. Alors, vous voyez, le lance-feu et le point-feu, là, qui vont être des armes. Et donc, à chaque fois, vous voyez, vous avez un défaut courant. Donc là, le nitro-tonnerre, c'est un bâton. Défaut courant, une chance sur 10 qu'il ne se passe rien. Défaut courant, une chance sur 10, la chaleur dégagée est trop importante, elle inflige la perte d'un niveau de combativité et de dégâts à celui qui l'utilise. Vous avez donc à chaque fois que vous utilisez un truc comme ça, il y a une chance que ça se passe mal. Alors, vous avez même des véhicules, vous voyez, des canons cloches, c'est assez terrible. Un canon glaçant, ça, une cloche. Vous avez des dirigeables, et puis vous avez les fameux ornithoptères, les grands bretons, hein, des machines volantes, qui vont amener la terreur et la destruction chez les royaumes d'Europe. Voilà, ça c'était un peu pour la technologie. Donc, vous savez en fait de quoi créer un truc et vous avez un tas d'exemples, et ça c'est bien. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on joue? Donc le thème principal d'Hawkmoon, c'est la résistance. C'est vraiment la résistance. Donc vos personnages vont jouer des résistants au sein d'une cellule. La cellule, ça va être un élément même de jeu, un élément de votre groupe à part entière. Alors, effectivement, donc vous jouez des résistants par rapport à l'envahisseur, l'occupant Grand-Breton. Ça, c'est le thème central. Alors, il est bien précisé que vous pouvez jouer autre chose, hein, vous pouvez décider de ne pas jouer des résistants, mais en fait, tout le jeu est prévu pour. Tout le jeu tourne autour de ce thème. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est sympa, ça peut limiter, ça peut, enfin bon, voilà, c'est en fait, vous faites ce que vous voulez, mais le thème principal, c'est effectivement la résistance par rapport à l'occupant Grand-Breton.
Donc en fait, qu'est-ce qu'on va jouer? Je vais vous expliquer un peu comment écrire Enfin, qu'est-ce qu'on va jouer? Donc, des résistants, des humains, on ne joue pas de grands bretons, hein, ça c'est clair, c'est hors de question. En fait, vous allez jouer des hommes ou des femmes qui viennent de n'importe où de l'Europe. Alors par contre, là, à ce niveau-là, on vous dit, vous pouvez jouer un habitant de n'importe quel endroit. Alors, sauf qu'on vous n'avez pas vraiment de particularité. Hein, ça va être où vous en inventez ou pas. Vous êtes un peu laissé un peu à votre compte là-dessus, où vous allez reprendre un peu la classe et imaginer quelque chose. Parce que là, vous êtes complètement laissé libre, on va dire, à votre création. Alors, oui, donc en fait, alors, un personnage, en fait, est défini par plusieurs choses. Il est défini par des attributs. Euh, je vais vous le faire en vous montrant la feuille. Ce sera plus simple pour tout le monde, plus simple pour l'explication, pour moi et pour vous. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? En fait, donc votre personnage est défini par des attributs, donc l'adresse, la puissance, la clairvoyance, la présence et la trempe. Bon, c'est un peu du classique, hein, on est bien d'accord. Ensuite, vous avez des compétences. Alors, les compétences, vous avez un niveau de compétence, et à chaque compétence est associée une ou plusieurs attributs. La filouterie, ça peut être ou de l'adresse, ou alors de la clairvoyance. Donc en fait, quand une action arrive comme ça, où il y a plusieurs caractéristiques associées, en fait, vous et le maître de jeu, enfin le maître de jeu va vous dire, en fait, monte, ça va être plus de la trempe, par exemple, je ne sais pas, enfin bon. Mouvement, ça va être où vous faufilez et où vous passez en puissance. Donc, voilà. Donc là, vous allez avoir, en fait, alors que là, beaucoup de jeux, c'est effectivement une compétence plus un attribut, associé à un attribut ou une caractéristique. Là, vous avez en fait plusieurs attributs qui sont liés à une compétence. Donc, vous avez une compétence en sachant qu'avoir zéro, quelque part, c'est vraiment, enfin, mal. Non, c'est pas mal, mais là, vous êtes très mauvais, quoi, en fait. Hein, si vous ne l'avez pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, en plus des attributs, des compétences, on a des talents. Alors les talents, qu'est-ce que ça va être? Ça va être plus ou moins des dons. Si je me rapproche, c'est des talents externes en fait qui vont modifier effectivement les règles et rendre votre personnage, enfin modifier les règles, qui vont rendre votre personnage assez unique. Hein. Par exemple, alors en plus de ça, bien sûr, je mélange un peu tout là. Voilà. Vous allez, quand vous créez votre personnage, vous allez choisir un profil. Ce profil, en fait, va vous donner effectivement grosso modo, c'est un archétype. Hein. Et le profil, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous dire vous êtes artisan, artiste, etc., etc. Et à chaque profil, vous avez donc des attributs principaux qui sont même améliorés. Et vous avez effectivement donc un équipement de départ. Et vous avez également en fait des talents du profil. Par exemple, le brigand, qu'est-ce qu'il a en niveau initié? Donc en talent de profil, le niveau initié, en gros, c'est quand vous commencez. Hein, vous avez l'art de la fuite, arme en main, etc., etc. Ça va vous permettre de faire des actions un peu particulières. Hein, par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre par exemple qui vive. Vous êtes toujours sur vos gardes. Vous voyez. Donc c'est vraiment une compétence, un talent, enfin pas une compétence justement, on va pas tout mélanger, c'est un talent en fait que possède votre personnage qui est dans Donjon, on appellerait ça des dons. Hein, dans des dessins, ce serait des dons. La séduction, etc., etc. Voilà. Et en fait, je dois te parler d'un truc, c'est-à-dire au niveau système, mais on reviendra sur le système après. En fait, au niveau système, nous n'avons plus de points de vie, comme dans Moonblade, nous avons des seuils de combativité, donc de combatif à vaincu. Et en fait, en fonction des dégâts, vous allez évoluer dans ces niveaux de combativité. Donc il n'y a plus de points de vie, en fait, dans le jeu. Et vous avez un seuil de vigueur. Voilà. Donc, mais ça, on reviendra après en parlant du système. Donc ça, c'est un peu la création de votre personnage. Donc, un profil va vous donner des compétences privilégiées et va vous donner une liste de talents que vous allez pouvoir choisir, mais pas qu'au début, en fait, vous allez être cantonné dans les talents de votre profil initial. Alors vous allez pouvoir en changer de profil, mais bon, il va falloir déjà, enfin un peu comme les carrières de Warhammer, il faut déjà un peu monter dans son profil initial pour pouvoir en changer.
Voilà, ça c'est un peu la feuille de personnage. On notera aussi la bonne aventure et l'éclat, mais ça c'est autre chose. Alors en parallèle à votre création de personnage, en fait, quand la première fois vous allez créer votre première session de jeu, vous allez créer la cellule. Alors la cellule, qu'est-ce que c'est? C'est une cellule de résistant. Et en fait, la cellule va vous donner des ressources, par exemple avoir accès à un bateau, des alliés, quelqu'un qui va vous donner des informations, et en fonction du niveau de la cellule, donc il va monter en même temps, hein, vous allez pouvoir donner des points d'expérience à votre cellule. En fait, les ressources et les alliés vont vous donner de plus en plus de possibilités au niveau des ressources et au niveau en fait, des renseignements, des aides externes, etc., etc. Alors bien sûr, plus la cellule monte, plus l'occupant Grand-Breton va peut-être un peu s'occuper de vos affaires, et finalement, sa renommée peut se retourner contre elle. D'ailleurs, il y a un système, d'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai trouvé un peu bizarre. Donc, voilà, vous allez être obligé de faire cette cellule en même temps que vos personnages. C'est assez abstrait, hein, la cellule, il n'y a pas... c'est que des ressources qu'elle va vous donner, des niveaux de ressources, et même aussi des points de résistance qui vont pouvoir, quand vous les utilisez, améliorer vos jets de dés. D'ailleurs, on va venir de ce pas au système. Alors tout ceci m'amène à vous parler du système. Donc en fait, le système d'Hawkmoon est grosso modo le même qui avait déjà été utilisé dans Moonblade, hein, donc toujours chez le même éditeur, hein, au département des sombres projets. Et donc, en fait, il s'appelle CYD ou CID, et en tout cas, c'est Choose Your Dice. Alors pourquoi? Parce que vous allez vite comprendre, parce qu'en fait, vous êtes amené à choisir le dé que vous allez lancer, ou vous allez lancer un dé 10, ou vous allez lancer un dé 20. Bon, maintenant, comment ça se traduit? Alors déjà, il faut revenir un tout petit peu sur les attributs, hein, comme je disais tout à l'heure, en fait. Quand vous allez faire un test, on va dire un test de compétences, vous allez devoir battre un seuil de difficulté imposé par le maître de jeu. Bon, très classique, hein, bien entendu. Donc en fait, une difficulté de 10 est une difficulté moyenne, une difficulté de 15, c'est quelque chose d'ardu, et de 30, c'est de la pure folie. Donc ça, c'est pour les seuils de difficulté. Alors, en parallèle, il faut mettre donc les valeurs d'attributs et les valeurs de compétences, hein, en sachant que pour un attribut, pour un attribut, si vous avez 5 dans un attribut, c'est que vous êtes bon. En dessous, vous êtes moins bon, etc. Donc on va dire qu'il faut retenir 5 pour une moyenne d'un attribut. L'attribut, je rappelle, c'est une caractéristique. Hein. Pour les compétences, en fait, quand vous avez un point dans une compétence, vous êtes novice, et quand vous avez 3, par exemple, alors 3, c'est compétence avancée, donc vous êtes déjà pas mal. Donc en fait, si on fait la somme de cet attribut et cette compétence, si vous obtenez un chiffre de 8, vous êtes quelqu'un de apte dans la compétence demandée, et si vous avez 10 ou plus, enfin si vous avez 10, vous êtes bon, etc., etc. Donc en fait, il faut retenir cette échelle, entre 8 et 10, en fait, vous êtes plutôt pas mal. Donc en fait, à la somme de cet attribut plus cette compétence, vous allez ajouter ou un des 10 si vous voulez faire une tentative tout à fait normale, oui. Donc ça va être un des 10 plus donc, la somme d'une compétence et d'un attribut. Si vous lancez un des 20, en fait c'est pareil, au lieu de faire la somme avec un des 10, vous la faites avec un des 20. Vous allez me dire, je prends toujours un des 20, pourquoi je ne prendrais pas le des 20? Alors tout simplement pour deux raisons. Si vous faites un chiffre impair, le des 20 vaut 0. C'est déjà un peu chiant. Si en plus vous faites 1 ou 11, dans ce cas-là, c'est un échec dramatique. Bon, alors vous allez me dire, je ne vais jamais prendre le dé 20, je vais prendre le dé 10. Alors oui, mais en fait non. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous devez faire, je ne sais pas moi, si vous voulez tenter une réussite héroïque, ça risque d'être à chaque fois avec le dé 20. Pourquoi? Parce qu'une réussite héroïque, c'est une réussite qui dépasse de 10 la valeur
le seuil de difficulté demandé. Si vous êtes vraiment, donc vous avez plus de chances effectivement de faire une réussite héroïque avec votre D20, vous avez aussi plus de chances en fait de vous planter. Voilà, donc en fait ça c'est la base du système Choose Your Dice, vous choisissez un dé ou l'autre. Oui, donc j'ai dit quand on dépasse de 10 le seuil de difficulté demandé, c'est un échec, c'est une réussite critique, ou héroïque dans ce jeu-là. Et si par contre vous ne l'atteignez pas de plus de 10, là dans ce cas-là c'est un échec dramatique. Voilà, en sachant que effectivement les adversités, alors faim, froid, blessure, maladie, tout ce genre de choses, sont cumulables, et en fait vous avez -1 à votre jet. Quoi dire d'autre? Oui, si vous avez 0 en fait dans une compétence, en fait vous n'utilisez pas que l'attribut. En fait vous utilisez que l'attribut, mais vous lui soustrayez 3. Parce que vous êtes totalement ignare en fait dans la compétence que vous voulez utiliser. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça c'est pour les jets, les tests tout à fait, les tests pour réussir des actions. Maintenant en fait je vais quand même vous parler du combat. Alors le combat, en fait, au lieu d'avoir un seuil de difficulté, enfin, on a toujours un seuil de difficulté, mais le seuil de difficulté, dans ce cas-là, c'est le seuil de défense de votre adversaire. Pour vous donner une petite idée, le capitaine Grand-Breton qui est donné dans le scénario du livre de base, il a 22 en seuil de défense. Ça cause quand même. Donc c'est pareil, vous allez avoir votre seuil de... votre niveau d'attaque, en fait. Votre niveau d'attaque, il va correspondre à quoi? Il va correspondre à votre compétence de mêlée, hein, oui, à la compétence de mêlée, et à votre puissance. Donc vous faites puissance plus votre compétence de mêlée, plus des bonus éventuellement, hein, vous prenez la cible par surprise, etc. Et vous choisissez un dé. Ou le D10, ou le D20, avec exactement les mêmes effets que j'ai énoncés tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous passez le seuil, si vous avez passé le seuil de défense de votre adversaire, vous avez touché. Si vous ne le passez pas, vous n'avez pas touché. Voilà. Donc, en gros, c'est la même chose pour que ce soit une action normale ou un test de combat. On prend le même principe. Quoi dire d'autre? Peut-être parler des dégâts. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, oui, c'est ça. Je voulais vous parler des dégâts. Parce qu'en fait, dans je reviens sur Moonblade. Moonblade, en fait, c'est classique. Hein, vous avez un certain nombre de points de vie. Là, vous n'avez pas de points de vie, en fait, dans Moon. Vous avez des seuils de combativité, donc qui vont de combatif à... alors, qu'est-ce qu'on a? On a éprouvé 1, éprouvé 2, affaibli, très affaibli et vaincu. Voilà. Donc, en fait... quand vous touchez un adversaire, votre adversaire, en fait, perd un niveau de combativité. Ça, c'est automatique, c'est la première chose. Ensuite, vous allez vérifier, en fait, la puissance de votre attaque. Alors, c'est pas... ils appellent ça des dégâts, mais en fait, c'est vraiment vérifier la puissance de votre attaque. Pour vérifier la puissance de votre attaque, vous allez lancer un D10 et vous allez ajouter le bonus de l'arme. Si ce D10 plus le bonus de l'arme dépasse le seuil de vigueur, je crois, ça s'appelle comme ça, oui, le seuil de vigueur. Si vous dépassez le seuil de vigueur, dans ce cas-là, au lieu de perdre un niveau de combativité parce que vous l'avez touché, votre adversaire va en perdre 2. Si le résultat de votre D10 plus la valeur de l'arme dépasse de 2 fois le seuil de vigueur, dans ce cas-là, votre adversaire va perdre 2 points en plus, donc 3 en tout, etc. En sachant que si vous avez fait une réussite héroïque, je rappelle, battre le seuil de défense de votre adversaire de plus de 10 points. Dans ce cas-là, au lieu de lancer un D10, vous lancez 2 D10 plus la valeur de l'arme. En sachant que les D10 pris individuellement sont explosifs, donc si un des 2 D10 fait 10, vous le relancez, etc. Donc là, on peut arriver effectivement à une valeur quand même assez importante et mettre un gros coup à votre adversaire.
Voilà, en gros, ça c'est pour le combat. Alors il y a un tas de manœuvres spéciales, des armées, assommées, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Il faut que je vous parle un peu de la santé, du coup, aussi. Hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais. Alors, la santé. Alors, comme je disais, les points de vie, il n'y en a pas. Par contre, quand vous êtes vaincu, en fait, votre personnage tombe au sol et il n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il est mort. Alors, sauf si le MJ décide que votre adversaire achève, dans ce cas-là, il est mort. Par contre, s'il n'est pas mort, à la fin de la scène de combat. Donc en fait, on ne va rien faire tant que le combat n'est pas terminé pour l'ensemble du groupe. Une fois que le combat est terminé, on va vérifier l'état de santé des gens qui ont été vaincus, en fait des personnages ou des personnages qui ont été vaincus. Dans ce cas-là, vous lancez un des 20. Si le chiffre est pair, le personnage remonte à très affaibli et bon, il va s'en sortir. Ça va prendre du temps après, mais il va s'en sortir. Si le chiffre est impair, là par contre ça peut être un peu plus problématique. Il va falloir que vous fassiez un jet de trempe plus... c'est quoi ouais, de puissance plus trempe sur un seuil de difficulté de 10. Si c'est un échec, en fait, votre personnage commence à mourir. Si c'est un échec critique, il est mort. Ouais. En gros, voilà comment on détermine en fait l'état de santé de votre personnage une fois qu'il a été vaincu et que le combat est terminé. Alors je dis bien quand le combat est terminé, hein, parce que tant que le combat n'est pas terminé, votre personnage est à la terre, en fait, ne peut plus rien faire, il est KO, il est assommé, il se traîne dans une mare de sang, en fait, ce que vous voulez. En sachant que quand vous atteignez... oui, en sachant que alors, après, on a les personnages qui n'ont pas été vaincus. Si vos personnages sont dans les statuts éprouvés, pouf, à la fin du combat, ils reviennent tout à fait en paix. Je jette tout par terre, vas-y freine. Donc à la fin du combat, en fait, votre personnage qui a participé au combat, s'il est dans les stades éprouvés, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? En fait, il revient en pleine forme et on est reparti pour la suite de l'aventure. Si par contre il est affaibli ou très affaibli, il prend des points d'adversité qui, je répète, vont lui donner des malus à ses actions. Voilà grosso modo pour le système. J'aime bien cette histoire de seuil de combativité, ça simplifie, hein, ça simplifie au niveau des points de vie. Ça me semble assez dynamique et donc pour moi c'est du tout bon. Voilà ce que je voulais vous dire un peu pour le système. Oui, donc dans le système, oui, c'est encore. Alors je peux rajouter 2-3 trucs, c'est-à-dire vous avez des points de bonne aventure que vous pouvez utiliser. Les points de bonne aventure vous rajoutent plus 3, je crois, à votre jet, si je me rappelle bien. Et vous avez les points de bonne aventure se régénèrent à la fin d'un scénario. Hein, et vous avez des points d'éclat qui vous donnent une plus grosse valeur, et puis c'est un peu comme des points de héros. Par contre, eux ne se régénèrent pas automatiquement à la fin d'un scénario. Vous pouvez aussi utiliser les points de résistant en fait, de votre cellule. Hein. Plus votre cellule grandit, plus elle a des points de résistant qui sont partagés avec tous les joueurs autour de la table. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir un point de résistant et ajouter comme si c'était un point de bonne aventure. Par contre, la contrepartie, c'est que ce point-là, vous allez le donner à votre maître de jeu, qui va être un point d'empire, qui pourra utiliser comme vous sur ses actions de PNJ, et voire même, s'il lui en reste à la fin des scénarios, les utiliser pour augmenter, je sais pas, le niveau d'occupation des Grands Bretons dans le secteur. Donc, plus vous allez utiliser des points de résistance de votre cellule, plus vous allez renforcer l'Empire également. Voilà, grosso modo, sur une présentation à peu près rapide et simple du système. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'il me reste à parler? Je crois qu'il me reste à parler, oui, il y a un scénario qui est fourni en fait dans le livre. Alors là, bon, je vais être assez méchant, il est absolument indigent, quoi, ce scénario. Ce scénario, en fait, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans une auberge, je ne vais pas spoiler grand-chose, vous êtes dans une auberge, vous avez une équipe de grands bretons qui arrive pour embaucher pour
mettre en esclavage des commandes, on va dire, de nobles, et il va faire certaines épreuves, genre vous allez avoir l'épreuve de bras de fer, puis l'épreuve de l'endurance, etc., etc. Tout ça matiné de cruauté gratuite impériale, et voilà. Ouais. Bon, bah alors écoutez les gars, moi personnellement, les scénars comme ça, avec les bras de fer dans les auberges et les concours comme ça, il y a longtemps j'en fais plus. Voir ça dans un livre de base, c'est vraiment, vraiment... Ouais, il est pas bon, quoi, ce scénario. Pour moi, c'est pas un scénario qui va vous donner va vous donner la cruauté, effectivement, des grands bretons. Mais à part ça, c'est pas... enfin bon, pour moi, c'est nul. Pour moi, il est nul. Le scénar est très mauvais. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin, hein. Vous jugerez sur pièce. Alors, ma conclusion sur Hawkmoon. Alors, pour moi, Hawkmoon, c'est un très bon livre de base. Hein. Comme je disais, bien présenté, bien foutu, bien expliqué. La classe est top. Hein, si je fais pareil par rapport à celui de Midnight où je me suis emmerdé, celui-là, il est vraiment top à lire. C'est vraiment très chouette. On vous présente bien les Grands Bretons, effectivement, dans leur organisation, dans leur cruauté, dans ce qu'ils sont. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Pour un livre de base, vous avez de quoi vraiment commencer à jouer dans le monde d'Hawkmoon sans aucun problème. Je mettrais quand même un gros bémol sur le scénar qui a chié, il faut être très clair. Pour moi, il a chié. Voilà, donc c'est pas un bon scénar. Alors en parallèle, il y a un bouquin qui s'appelle Résistance, que je n'ai pas, qui développe plus l'Empire Grand-Breton et d'autres choses, mais je ne vais pas détailler parce que je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, Hawkmoon, c'est un thème très fort, comme je disais, très fort, et j'insiste, hein, vous allez avoir des scènes de viol, de meurtre, de massacre, et si vous ne les incluez pas dans le jeu, en fait, vous ne jouez pas à Hawkmoon, hein, vous ne jouez pas la furie et la barbarie des Grands-Bretons, et dans ce cas-là, c'est pas le sujet, quoi, hein. Un truc qui pourrait être très sympa aussi, c'est que comme le système est, à part le système de santé, hein, dans Moonblade, c'est un système de points de vie, là on a un système de niveau de blessure, mais à part ça, c'est le même système. Et comme on est dans le monde, de Morcock, qui est en gros un multivers, rien ne vous empêche effectivement de tout d'un coup faire débarquer chez les Grands-Bretons ou je ne sais où un sorcier de Pantang avec une épée démon ou ce genre de choses qui peut faire des crossovers assez sympas et assez savoureux, je trouve. Enfin, c'est une idée à creuser qui pourrait un peu changer du thème de résistance, car effectivement, le jeu est basé uniquement sur la résistance à l'occupation, à l'armée Grande-Bretagne. C'est bien, mais il faut aimer quand même ce thème, hein, car c'est quand même assez étroit, enfin je trouve que c'est assez étroit. C'est un peu ce qui me freine, moi, sur Hawkmoon, c'est le thème résistance. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que c'est une très belle en matière, en fait, dans le monde d'Hawkmoon. Les romans de Moorcock sur la saga Hawkmoon sont à lire, mais ne sont pas obligatoires pour jouer dans le monde, et il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir lu les romans pour se lancer dans cet univers, car en fait les informations fournies sont déjà amplement suffisantes pour vous permettre de développer votre imaginaire et de développer vos propres scénarios et campagnes. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est à peu près tout. Donc pour moi c'est une réussite, pour ma part c'est une réussite, avec un système qui fonctionne bien, c'est fluide. Voilà, donc une belle entrée en matière, comme nous a habitué effectivement le département des sombres projets. J'espère qu'en fait la gamme sera suivie aussi bien que celle de Moonblade. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous voyez, la lampe vient de s'éteindre, donc on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, hein, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, un partage, ce genre de choses font toujours plaisir. Voilà, c'était donc Hawkmoon du département des sombres projets. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.